Magnifique introduction pour notre débat. Madame Lebranchu, tout à l'heure, vous avez parlé des métropoles et c'est en insistant sur ce danger de la concurrence avec les autres territoires. Donc je pense que c'est le moyen de rentrer tout de suite dans notre débat. Il y a un moment, on va parler effectivement des départements, mais peut-être pas tout de suite. Frédéric Massat, effectivement, ce modèle à côté du modèle métropolitain, bon, ça serait les intercommunalités. Bon, on a tout à l'heure parlé un peu du seuil démographique. On voit qu'il sera pas forcément impératif, notamment en zone de montagne. Mais au-delà de ce seuil, qu'est-ce que vous en pensez? Le temps d'installation de ces intercommunalités, qui sont parfois déjà existantes, parfois faibles aujourd'hui, et parce que le modèle métropolitain se développe vite. Il est déjà en partie façon existant. Les métropoles avaient pour la plupart une vie déjà importante avec le statut de communauté urbaine. Est-ce que ce modèle qui est à côté, s'il peut se créer, ne va pas mettre beaucoup d'années pour vraiment être efficient? Oui, merci. Donc, tout d'abord, pour dire que les métropoles sont une chance pour tous les territoires, et même pour ceux de montagne, parce qu'effectivement, par les métropoles... Alors, c'est sûr aussi que les métropoles sont les plus éloignées des communes de montagne. Cela va de soi, par définition. Mais c'est une chance, et notre volonté n'est pas d'opposer les uns les autres, mais de pouvoir se servir des synergies des uns et des autres. Mais il est vrai que, quand la loi sur les métropoles a été votée, elle n'existait pas. Il fallait qu'elles existent sur le papier, mais elles existaient de fait, elles étaient formées, elles étaient structurées, et il y avait une ingénierie suffisante pour les faire fonctionner. Aujourd'hui, demain, avec les textes qui nous arrivent, qui demandent de conforter l'intercommunalité, et nous y sommes tout à fait favorables, même dans les communes de montagne, même dans ces zones qu'on a vues, et notamment les rouges du fond du sud de la France, qui concernent les territoires de montagne aussi. Donc, dans ces zones-là, elles ont bien conscience qu'aujourd'hui, c'est dans ces zones-là où nous avons les plus petites intercommunalités de France. C'est dans ces zones-là où, globalement, en France, il y a 8 intercommunalités en dessous du seuil de 500 habitants. Vous voyez ce que cela peut donner, et ça se trouve effectivement en zone de montagne. Donc, il y a une prise de conscience qu'il faut se fédérer, qu'il faut travailler et qu'il faut augmenter le seuil. Mais il y a aussi également une prise de conscience, et le gouvernement l'a noté, et le président de la République l'a dit dans ses propos, dans ses premiers propos, que effectivement, dans nos zones de montagne, avec un habitat beaucoup plus dispersé, on ne pourra pas aller directement à la maille de 20 000 habitants. Il nous faut laisser le temps de nous structurer. Et puis même, le fait de grossir ne va pas automatiquement impliquer, comme les métropoles aujourd'hui, une réactivité suffisante pour s'organiser et pour pouvoir assumer des services. Parce que l'intérêt aujourd'hui, comme l'a dit Madame la Ministre, c'est que les populations aient les services publics menés par l'État, mais également par les collectivités. Et demain, au regard des textes qui nous sont annoncés et que nous allons amender, vous le savez Madame la Ministre, mais je crois que la porte est ouverte, pour le faire, c'est notre travail de parlementaire que nous allons amender, nous devons laisser la capacité à ces territoires de s'organiser et de structurer. Et il est vrai que, je le cite, le rapport Malville-Bamberg avait évoqué une possibilité de pouvoir avoir un échelon intermédiaire sur un certain nombre de territoires, parce que je pense, et je crois que Madame la Ministre l'a déjà dit, on ne peut pas avoir la même gestion sur tous les territoires. Je crois qu'on est à même, aujourd'hui, à notre époque, de pouvoir faire des textes de loi qui puissent moduler selon les territoires, selon les régions qui aujourd'hui vont être agrandies, et cet échelon intermédiaire qui permettrait, pourquoi pas, à une fédération d'intercommunalités d'assurer ces solidarités sociales mais également territoriales, et ça j'y tiens, de pouvoir opérer, pourrait peut-être effectivement être l'échelon et le palier à un moment donné indispensable qui permettent la montée en puissance des intercommunalités, parce que honnêtement, quand on y va voir de près dans nos territoires, avant que tout ceci se structure, ça prendra au moins 10 ans, il faut en avoir conscience, et à moins que nos populations aient ces services vraiment de proximité, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc tout ceci doit pouvoir monter, une montée en puissance, mais ne pas oublier qu'à un moment donné, laisser des petites intercommunalités uniquement face aux métropoles et aux régions, ça ne sera jouable pour personne, ni pour les métropoles, ni pour les régions, et encore moins pour ces territoires. Donc effectivement, je crois que là, il y a matière à discussion, mais je crois que nous y arriverons. Merci. Est-ce que vous partagez le même constat, Jean-Pierre Baligan? Et notamment sur cette notion d'échelon intermédiaire? Ouais, je ne sais pas s'il faut dire les choses comme ça. Voilà, il y a urgence. Parce que quelquefois, je suis un peu sévère, Marie-Lise m'en excusera, mais la réforme territoriale,
elle est pour moi contrainte. Elle n'est pas obligatoirement pensée. Elle est contrainte. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la réforme territoriale, non pas en essayant d'avoir une vision de ce qu'on doit faire à moyen et long terme, mais c'est parce qu'on est asphyxié financièrement et qu'on est rentré dans dans le noyau dur du rabot, puisque la technique, c'est que comme on ne fait pas de réformisme territorial pensé, volontaire, bien évidemment, l'État rabote. Et rabote quoi? Il rabote les DGF, tout simplement, parce qu'il y a la crise des finances publiques. Bon. Et que quand vous avez un État hyper endetté, à un moment donné, ça n'est plus possible d'alimenter les dotations, et en particulier la péréquation verticale, DGF, DSU, DDR, etc. Donc c'est ça on est rentré par ce biais-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une difficulté. Donc ce qui a été fait, la lecture que moi, comme président de l'Institut de la décentralisation, avec nos universitaires et nos DGS, que nous avons, on essaie de réfléchir un peu. Première chose, il faut le dire, il y a eu une vision économiciste de la réforme territoriale. C'est-à-dire, grosso modo, on s'est dit où crée-t-on de la richesse? La France a besoin d'endroits où on crée vite du PIB parce qu'on est en panne. Et le temps de mettre tout ça en marche, ça fait plusieurs années, donc on fait. Et c'est pour ça qu'on fait la réforme d'abord des métropoles. Bon. Immédiatement, quand vous avez fait la réforme des métropoles, indispensable, j'en ai déjà parlé, Laurent Davzy, la crise qui vient, etc. Il y a des géographes qui ont fait ce boulot pour expliquer qu'en agglomérant un certain nombre de données. Bon. Sauf que, dès que ça a été fait, le lendemain, on a dit, des patrons de métropoles nouvelles, ont dit, mais est-ce que c'est vraiment indispensable que la région soit autorité organisatrice en matière économique, en matière de recherche-développement, en matière de filière universitaire, en matière de capital risque? Nous, on aimerait bien, nous, les métropoles, manager tout ça. Voilà. Je caricature à peine. On a été obligé, la ministre, des gens beaucoup plus modestes comme moi, etc., de leur dire à ses copains, que nous aimons bien d'ailleurs, leur dire qu'il ne fallait peut-être pas charrier. Parce qu'il y a quelques métropoles, mais qu'entre eux, il y a des interlands où il y a des millions de gens qui habitent, qui travaillent, et qu'il faut qu'il y ait une collectivité qui pilote pour l'ensemble du territoire, qu'il soit rural, semi-urbain, totalement urbain, etc. Dans une vision de solidarité, de complémentarité, il faut manager ça. Et cette collectivité s'appelle la région. Pour des raisons que je n'ai pas besoin de dire, au lieu d'avoir un seul texte, il y a eu un saucissonnage des textes. Donc optiquement, et aux petites villes, je n'ai pas besoin de raconter les réunions de bureau que nous avons eues depuis un an, ça a été ressenti par de nombreux maires, le fait qu'il y ait un texte qui s'appelle MAPAM, etc., en disant, voilà, on a consacré la métropole, et nous, on va boire le calice jusqu'à la vie. Bon. Et en ayant des grosses craintes. Le texte qui arrive va, même si c'est dans le temps, va largement corriger ça, et cette fois-là, il ne faut pas canner, il ne faut pas nous faire le coup de l'article 1 de la loi Raffarin, qui donnait le chef de filat économique, je vous le rappelle, et puis quand on est sorti à la région, et quand on est sorti du texte, il n'y avait plus rien, pour ceux qui s'en souviennent. Plus rien. Là, l'enjeu, il est substantiel. Donc il faut que la région soit le pilote de cet ensemble. D'accord ? Pour l'ensemble du territoire, c'est absolument fondamental, non pas seulement pour les petites villes, mais pour l'ensemble du territoire. Mais tout à l'heure, on parlait d'un échelon intermédiaire en dessous de la région. Mais j'ai fini. Oui. Et après arrive ce que notre jeune Lardic vient de présenter, parce que de toute évidence, on a quand même des salariés qui travaillent à la PVF. On a eu l'impression qu'il avait compris, qu'il avait lu Julie, et puis qu'il avait à peu près compris. Non, mais je l'ai félicité. C'est vrai qu'il y a la question de la structuration intermédiaire. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle Conseil général, ancienne forme, nouvelle forme. Je dirais, à la limite, quitte à vous choquer, même si j'ai été président de Conseil général et je suis encore conseiller général, je m'en moque. Ce qui est important, c'est qu'il faut, entre les deux, en tout cas, un dispositif pour gérer le lien social, parce que c'est ce que la carte dit.
Il faut qu'on fasse attention. La France des fragilités, c'est quelque chose de très, très réel. Hein. Du nord au sud, mon voisin, président de conseil général, il regardait les cartographies et moi je regardais à la frontière belge la même, puisque malheureusement nous sommes dans des situations assez voisines, à tout point de vue. Bon. Et je pense que ça, il faut le regarder. Donc on a besoin, il y a peut-être quelque chose à inventer, mais il ne faut pas nettoyer toute la surface. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le modèle du grand urbain, où on va absorber sans problème le département, le modèle lyonnais est probablement un bon modèle, ça ne peut pas être l'uniformité. C'est ce qui a été dit tout à l'heure très bien par Frédéric. Nous, à l'Institut de la décentralisation, quitte à choquer les Jacobins, la France doit apporter des solutions différenciées sur l'organisation territoriale en fonction précisément des publics qui se trouvent. Voilà. Et il n'y a pas aujourd'hui le même public dans tous les départements et dans les agglos. Ça n'a plus rien à voir. Vous savez bien que plus vous êtes dans le centre d'une grande urbanité, d'accord, plus vous avez des niveaux élevés de formation, moins vous avez de fragilité, bien évidemment sociale, plus vous avez même des votes très orientés. D'accord ? Par contre, plus vous vous éloignez de ces centres, moins vous avez des gens formés, plus les gens sont perdus, plus ils font appel au secours l'État, grosso modo. Donc, il faut bien sentir tout ça et organiser tout ça. Donc, ce n'est pas une vision uniforme. Ça va demander de la part du gouvernement d'écouter ce qui se dit dans les territoires, d'écouter les parlementaires qui ont peut-être des choses, ils ne sont pas tous fous. Hein, il y a des exceptions. Bon. Non, mais j'ai été assez longtemps pour dire que de temps en temps, on a des fous, hein, toutes tendances politiques confondues. Mais je pense qu'on peut sortir quelque chose d'original si on est courageux. Et la seule chose que je demande, mais ça sera ma conclusion, c'est que vous souteniez un peu la ministre, parce que je la connais. D'habitude, je ne suis pas indulgent avec les ministres, mais elle essaie de défendre cette conception-là. Ce n'est pas tous les jours dimanche, je vous le dis, voilà, pour elle. Donc, il faut essayer de soutenir tout ça. Et Jean-Pierre Belleguin, vous avez fait référence à votre voisin à un moment, donc c'est une formidable transition. Je pense qu'il a une petite idée sur cet échelon intermédiaire. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'appelle aujourd'hui le Conseil général, mais peut-être pas, je ne sais pas. Alors, écoutez, d'abord, c'est vrai que je vais essayer de représenter Claudie Le Breton, président de l'ADF, mais je ne vais pas vous livrer là la position de l'ADF, puisque nous avons une assemblée générale comme vous le 26 de ce mois, et c'est là que nous produirons un texte que je souhaite commun et consensuel. Donc je vais vous livrer ma vision de cette réforme, de cette organisation. C'est vrai qu'il y a un débat de fond pas en sur France. l'ensemble, hein. Pardon ? Sur le point qu'on abordait. Hein. Oui, tout à fait. Possible. Il y a un débat de fond en France, il y a toujours eu, qui veut, alors on disait, indivisibilité et uniformité de la République. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir sortir de cette uniformité si on veut garantir, ça peut paraître paradoxal, hein, si on en reste au plan théorique, si on veut garantir l'égalité entre les citoyens. Pour assurer cette égalité, aujourd'hui, il faudra avoir des structurations différentes en fonction des territoires. Deuxième volet, je crois que je suis effectivement le département de l'Aude, à côté de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales. Vous avez vu, c'était le bloc rouge qu'il y avait au sud de la France sur les cartes qui ont été diffusées. On se situe exactement entre deux métropoles, Toulouse d'un côté et Montpellier de l'autre, que je souhaite d'ailleurs, je le dis au passage, cher ami Martin, que ces deux belles régions travaillent désormais ensemble, soient fusionnées, car ça serait vraiment un atout pour la France. Hein. On a les Catalans derrière. Je peux vous dire que la région catalane, c'est une autre puissance économique que nos régions françaises. Donc on a besoin de cette évolution. Et justement parce que ces régions deviendront plus grandes demain, vont aller sur l'économie, vont aller sur la recherche, l'innovation, eh bien, on a besoin, je crois, dans ces territoires, entre les métropoles, dans ces territoires ruraux, d'un échelon intermédiaire. Pourquoi ? On le voit bien dans nos territoires Ariège-Aude,
Qui vient s'installer? Eh bien, on a d'abord des personnes qui viennent à la retraite parce que ce sont des départements magnifiques. Hein. Voilà. Et on vient s'installer chez nous. Mais la retraite, elle dure longtemps, mais au bout d'un moment, ce sont des personnes qui rentrent dans l'âge et donc dépendance que nous retrouvons au niveau de l'allocation personnalisée autonomie. Et puis, des familles en situation difficile, familles monoparentales, qui n'ont plus les moyens de vivre à Toulouse à cause des loyers, du prix des loyers, et qui vont s'installer dans ces territoires, mais qui, une fois installés dans ces territoires, rencontrent parfois quelques difficultés aux questions de mobilité. Hein. Et alors je crois qu'il faut, et là c'est ma position, il ne faut pas opposer métropole et territoires ruraux. Et il ne faut pas inventer un modèle de développement au niveau des métropoles et un modèle différent. Je crois qu'il faut travailler ensemble. Certains disent il y a les départements métropolitains et les autres. Ça serait une erreur. Hein. Il faut qu'on ait une structure qui permette ce travail en commun, y compris avec les métropoles. Alors, je vais encore plus choquer que toi, parce que je suis encore président de conseil général, et je me moque qu'on appelle conseil général, conseil départemental, la future structure. Mais je suis convaincu qu'on a besoin de cette structure intermédiaire. Parce que les intercommunalités, même à 20 000, et là il faut sortir du dogme du 20 000 habitants, je crois, comme du dogme du 5 000. Parlons de bassin de vie, voilà, à des endroits ça sera 12 000, 17 000, d'autres endroits 30 000, mais n'en faisons surtout pas un dogme. Ces intercommunalités, même demain plus grandes, il va falloir du temps pour qu'elles structurent, qu'elles montent en puissance. Et surtout, je le dis très clairement, ça serait une erreur de leur donner les compétences des départements, notamment les compétences sociales. Ça ne serait pas leur rendre service. On voit les différences qu'il y a entre les 100 départements français. Les allocations qui sont versées sont les mêmes, bien évidemment. Mais pour parvenir à verser ces allocations, les moyens budgétaires ne sont pas les mêmes. Et on voit des différences. Eh bien, imaginez à 2000, 3000 intercommunalités si elles géraient ces compétences-là. Qui plus est, on a besoin de cet échelon intermédiaire pour assurer cette solidarité territoriale entre les territoires ruraux et urbains, comme par exemple des communautés d'agglomération. Alors, puisqu'on fait référence à la Bible Malvy-Lambert, faisons-y référence. Est-ce qu'on l'appellera fédération d'intercommunalité? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une instance avec des élus qui fédèrent peut-être les intercommunalités et qui ait des compétences propres, des solidarités humaines et territoriales pour laisser les intercommunalités être le bras armé des communes et s'occuper du développement de l'investissement. Parce que si on transfère les compétences sociales à ces intercommunalités, ces petites intercommunalités, elles ne pourront plus faire cet investissement. Il n'y aura plus d'échelon pour aider les petites communes à investir et ça ne sera pas le rôle des grandes régions. Voilà ce qui n'est, je le redis en conclusion, que mon opinion et pas celle de l'ADF qui sera tranchée dans quelques jours. Merci, merci beaucoup. Pierre Jarlier sur le même sujet, et notamment sur cette notion de, on en parle beaucoup là, de fédération d'intercommunalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je pense qu'en écoutant tous ces témoignages, je pense que les élus ils ont surtout besoin de clarification. Parce que dans la situation difficile qu'on traverse, il faut absolument qu'on ait un cap, qu'on ait une vision, qu'on ait une organisation territoriale qui soit fixée et qu'on n'y revienne pas trop. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends tout ce que j'entends, on se dit, mais on va faire quoi, avec qui, comment et quand ? Or, on est tous en début de mandat, on a des projets à mener, on a des difficultés à surmonter, et il faut absolument que ce débat s'éclaircisse. Alors, vous avez commencé à le faire, et moi je suis franchement rassuré quand j'entends les propos de notre ministre, parce que vous êtes avec les collectivités pour essayer de trouver une nouvelle organisation territoriale adaptée. Donc ça nous fait plaisir d'entendre ce que tu as dit tout à l'heure, je le partage. Ça nous fait plaisir d'entendre un ministre qui nous dit oui, soyez fiers d'être élus, parce qu'on n'a pas toujours entendu ça. Et moi, je pense que dans la période dans laquelle on se trouve, on a intérêt surtout d'éviter de couper les élus de leur population, parce qu'il y a un vrai risque aujourd'hui, et que si on tombe dans les débats qui s'ouvrent, dans le populisme, dans le conservatisme,
je pense que ça risque de se finir dans la rue. Donc il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant et qu'on fasse preuve, nous, élus, de responsabilité et de grande capacité d'adaptation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le monde change. Et le monde qu'on a connu ne sera pas celui qui sera de demain. Ça va extrêmement vite et il faut qu'on revienne un peu sur ces cartes. Parce que finalement, elles nous montrent très très bien les enjeux qu'il y a devant nous. Et nous, petites villes, on est complètement concernés parce que quand on voit les zones de fragilité, ce sont les zones des petites villes. Le périurbain, troisième couronne, en difficulté. Hier, on a eu des témoignages sur le sujet. Et puis le rural, dans lequel les petites villes ont à jouer un rôle de développement moteur, comme tu disais, Martin, les métropoles de la ruralité. C'est-à-dire qu'elles vont organiser l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, on a besoin de cette clarification pour avoir, à une échelle régionale, un vrai schéma d'aménagement du territoire, une vraie stratégie régionale qui va être déclinée, on va voir sur les intermédiaires après, mais qui va permettre d'avoir une vision sur le long terme, à condition qu'elle soit partagée avec les élus, Madame la Ministre, mais je pense que vous y êtes sensible, il faut que les élus y participent, les conférences régionales seront là pour ça, mais il faut absolument que les maires, les communautés soient associés à tout ça, et quand on aura notre cadre régional, on va pouvoir ensuite apporter des réponses différenciées pour trouver les complémentarités entre les métropoles et évidemment les petites villes qui constituent ces bassins de vie indispensables qu'il faut absolument développer et renforcer. Et donc, il faut absolument qu'on puisse s'appuyer sur ces démarches pour organiser la partie, j'allais dire, collectivité locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ce schéma régional, quel est l'interlocuteur? Alors, est-ce que ce sont les communes, les communautés ou quelque chose aussi qui peut, dans certains secteurs, représenter des groupements d'intercommunalité? Dans les métropoles, la question ne va pas se poser, puisque vous avez l'interlocuteur. La question, elle se pose en secteur rural. Alors, il faut évidemment renforcer les intercommunalités avec la souplesse nécessaire. Je me plais à m'associer à ma collègue, puisque j'ai été aussi président des élus de la montagne. Donc, il faut évidemment tenir compte de la diversité des territoires. Il n'y a pas une solution dans ce pays. Il y a des solutions qui sont adaptées à la diversité. C'est cette diversité qui fait la richesse du pays. Donc, profitons-en. Et évidemment, il faut adapter ces seuils de façon à ce qu'on puisse laisser le temps aussi à l'organisation. Et puis aux mentalités, parce que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité sur le fait d'être prêt ou pas à s'unir avec d'autres. Il faut laisser un peu de temps. Donc je pense qu'on a besoin évidemment de souplesse sur ce sujet. Une fois qu'on a des intercommunalités puissantes, parce qu'il faut des intercommunalités puissantes, la question qui se pose, c'est le relais. Le relais avec la région. Alors bien sûr, par l'intermédiaire des projets de territoire, des contrats de territoire, on va faire des choses avec les intercos. Mais on aura besoin de faire entendre la voix des départements ruraux par l'intermédiaire d'une structure sans doute à créer. Moi aussi, je ne fais pas franchement de problème de vocabulaire. Est-ce que c'est un conseil départemental? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Peu importe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis convaincu d'une chose, je vous dis ce que je ressens. Les cantons ont vécu, ne veulent absolument plus rien dire. En milieu urbain, ça fait longtemps. En milieu rural, maintenant, avec les intercos, ils ne veulent plus rien dire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut appuyer cette fédération, ce relais de la région, sur les intercommunalités. Donc moi, je suis assez d'accord avec le rapport qui a été proposé par Martin Malvy et Alain Lambert, sur le fait qu'on pourrait imaginer un échelon pertinent, qui peut être celui du département, qui correspond à la présence de l'État. Parce qu'il faut quand même se rappeler que le département a été créé après la Révolution pour assurer la présence de l'État sur le territoire et que ça n'avait rien à voir avec les collectivités. Et donc on pourrait avoir une sorte de fédération des intercos qui pourrait agir. Ensuite, moi je voudrais... Je peux vous poser juste une petite question. Quand vous parlez de souplesse, est-ce que la souplesse pour vous, ça veut dire un mode de fonctionnement différent selon les régions? Est-ce que vous allez jusque-là? En tout cas, la question, c'est une question d'organisation territoriale. Ça dépendra des départements, ça dépendra des secteurs, ça dépendra des régions. Il y a des secteurs dans lesquels, finalement, les intercommunalités vont être suffisamment puissantes pour faire beaucoup de choses. Là où il y a des communautés d'agglo, notamment, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus ruraux, dans lesquels la fédération de ces intercos aura beaucoup plus de responsabilités pour exercer tout simplement des compétences que seuls les intercos ne peuvent pas mener. Ensuite, quand il s'agit des compétences, mais très franchement, là aussi, essayons de voir devant. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu d'assez près le débat sur la péréquation, l'affaire des DMTO, l'affaire de la compensation du manque, le différentiel entre le coût réel du RSA et ce qu'on donne au département. On y a passé à la Commission des finances et au Comité des finances locales des heures et des heures.
Et on n'arrête pas. Et chaque année, c'est la même rengaine. C'est-à-dire, de toute façon, il n'y a pas l'argent à la sortie pour payer. Pour payer quoi? Finalement, pour qu'un département exerce une compétence pour laquelle il n'a aucune autonomie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'État qui décide et c'est le département qui existe. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, comme pour les pompiers, il vaut mieux que l'État se charge directement de la solidarité nationale, quitte à jouer sur évidemment, avec l'organisation des CAF. On a tout à fait des relais locaux pour le faire, mais au moins les choses seront claires. Et l'État paiera ce qu'il doit payer en matière de solidarité nationale. Et ensuite, on verra ensemble comment on fait de l'aménagement du territoire équilibré avec ces structures. Moi, voilà un peu comment je vois les choses. Une dernière chose quand même, puisque après je ne reprendrai pas la parole. Madame la ministre, il faut surtout que cette réforme soit équitable. Et il faut surtout que l'on veille à maintenir, toutes les dispositions qu'on va prendre en veillant à ce que, évidemment, on puisse tenir compte des capacités de contribution des communes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de baisse de dotation. Il faut absolument qu'elle soit juste et équitable. On l'a dit hier, on le redit aujourd'hui. Vous nous avez un peu rassurés avec la montée du FPIC. Attention, je pense que ça ne suffira pas. Et là où je vous rejoins bien, et d'ailleurs on commence à y réfléchir, notamment François Marc au Sénat, il faut réformer la DGF. Il faut réformer la DGF parce que dans la nouvelle organisation territoriale, on ne pourra pas rester avec le mode actuel qui est parfaitement injuste. Quand vous regardez bien la déclinaison de la DGF, la dotation de base, elle est injuste. Elle est injuste parce que le rapport de 1 à 2 entre les petites communes et les grandes communes, il est insupportable. Et il va bien falloir qu'on resserre le coefficient logarithmique. Ensuite, elle est injuste, vous avez parlé tout à l'heure des charges territoriales. C'est vachement important, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui est prise en compte. Un petit peu, pour la montagne, on a obtenu quelques euros de plus par hectare. Un peu les parcs nationaux, on s'est battu là-dessus. Mais pour le reste, les charges territoriales auxquelles vous faites référence, absolument pas prises en compte. Donc il faut bien qu'on prenne en compte tout ça. Et en même temps, quand vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui, quand on baisse la DGF, on vient chercher du complément de garantie. Le complément de garantie, il baisse de façon parfaitement inéquitable. Et quelquefois, il touche ceux qui sont les moins riches. Alors, c'est pour des mécanismes un peu compliqués, mais c'est comme ça que ça se passe. Quant à la DSR aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, la péréquation verticale, elle devient horizontale. Donc tout ça doit être revu. Il nous faut une réforme en même temps, une réforme vraiment équitable pour que l'on puisse avoir une DGF plus juste. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Merci Pierre Jarlier. Je vois Maryse Lebranchu qui prend beaucoup de notes, donc c'est des travaux pratiques, non, c'est bien. Martin Malvy, on cite beaucoup votre rapport. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue. Est-ce que vous êtes président de région et de la PVF, président d'honneur de la PVF, entre la région et les petites villes? D'abord, une première remarque. Lorsque nous avons créé la PVF, 89, lorsque nous avons tenu les premières assises à Chinon avec François Mitterrand et tout le gouvernement, quelle était l'une de nos premières revendications? C'était les charges de centralité des petites villes. Autrement dit, rien de nouveau sous le soleil. On continue et on était sorti de... François Mitterrand avait donné instruction au gouvernement en public, là dans nous, c'était le 12 septembre, de trouver un dispositif pour le mois d'octobre sur la dotation Bourg-Centre, qui est née là à Chinon. Premier point. Deuxième point. Efficace. Deuxième point. Le rapport que nous avons fait avec Alain Lambert. Bon, Alain Lambert était ministre du budget de Jean-Pierre Raffarin. Moi, je l'étais de Pierre Bérégovoy. Nous l'avons vraiment réalisé en bonne intelligence. On nous avait prêté 5 inspecteurs généraux. Ce sont des gens qui sont plutôt État que collectivité, un peu par définition. Le premier constat, et on leur a demandé d'aller dans plusieurs régions voir le président de la région, le préfet de région, les présidents de conseils généraux, les grands-maires, les présidents d'interco, et puis l'administration centrale. Et moi j'ai rencontré un certain nombre de hauts fonctionnaires à cette occasion. Le premier constat, il a été la méconnaissance totale de l'administration centrale
de ce que font aujourd'hui, 30 ans après les lois de décentralisation, les collectivités locales. Premier constat, cette méconnaissance. Deuxième constat, la méfiance de l'État central à l'égard des collectivités et des différentes strates de collectivités entre elles. Joyeux climat, hein, dans lequel tout le monde se méfie de tout le monde, et généralement, chacun ne cherche à comprendre que ce qui se passe chez lui. Avec ça, pour en sortir, Madame le ministre, Jean-Pierre disait les beaux dimanches, il doit y en avoir. Moi, ma conviction, elle est que tant mieux vive le territoire qui a une métropole forte. Quel bonheur que d'avoir une toute petite métropole sans moyens, sans pouvoir. Est-ce que, parce que j'ai une petite métropole, moi qui ai ma petite ville à 50 ou 80 km, est-ce que je suis plus riche pour autant? Arrêtons ce discours qui consiste à dire ce sont les métropoles qui vident nos territoires. C'est faux. C'est faux. Et c'est un contresens économique. Il n'y a plus de risque avec la délocalisation dans les pays à bas coût qu'avec... Non. C'est un raisonnement conservateur, malthusien du siècle dernier. Il faut sortir de ce discours. Deuxièmement, la métropole a-t-elle des caractéristiques particulières qui l'assurent d'un développement différent? Oui. Parce que par définition, elle a un aéroport international, voire deux, parce qu'elle a l'université, parce qu'elle a la recherche, parce qu'elle a le siège des filières économiques du territoire. Elle a des atouts que nous n'avons pas. Mais est-ce que pour autant nous sommes morts? Non. À condition qu'on le veuille. Quand je dis on, c'est tous. C'est pas seulement le chef de l'État, le Premier ministre, la ministre en charge du dossier, c'est aussi tout le monde, surtout dans le temps de décentralisation qui est le nôtre et 30 ans après les lois de décentralisation. Donc moi je pense que la réponse, elle est effectivement, puisqu'on est... Évidemment, on vit ça en période de crise économique et de crise des finances publiques. Mais s'il n'y avait pas de crise des finances publiques, ce serait exactement la même chose. Il faut qu'on dissocie le problème du sacrifice qu'on nous demande de faire, de l'organisation de la France. Si on mêle les deux, là aussi, on se trompe une nouvelle fois et on oppose des choses qu'il ne faut pas opposer. Moi, mon sentiment personnel, c'est que la France bouge aujourd'hui beaucoup plus qu'on l'imagine. Et notamment sur le plan de son économie et de son industrie. Se sont créés des pôles de compétitivité. Se créent un peu partout des clusters, c'est-à-dire des rapprochements d'entreprises d'une même filière. Ça a 6 ou 7 ans. Cette organisation économique des filières et cette organisation en pôle, c'est nouveau. Donc il faut s'appuyer sur les agents économiques. Et il faut aider les agents économiques à se développer. Ils ne sont pas les mêmes partout. Et l'un des problèmes, c'est de se tourner aussi vers les agents économiques du territoire, qui sont souvent des petites entreprises, pas portés du tout vers l'exportation, c'est trop compliqué pour eux, pas portés du tout vers l'innovation, ou très peu, c'est trop compliqué pour eux. Là, la métropole, elle a un avantage considérable par rapport au reste du territoire. Et ça, moi j'ai été conseiller général longtemps, ça ne peut pas se saucissonner par département, se répartir par département. Il faut que ce soit fait au niveau de territoires plus vastes et plus forts. Et avec des compétences, et on l'oublie aussi là, avec des compétences affirmées dans le domaine économique qui vont de l'orientation des jeunes, à l'aide à l'entreprise, à sa modernisation, en passant par l'enseignement supérieur, la recherche dans son lien avec l'entreprise. Donc, et les nouveaux métiers, les nouvelles filières. On s'accroche, c'est normal, à des filières qui étaient les filières qui ont fait la force de la France. Mais celles-là, souvent, elles sont en déclin.
il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. C'est la raison pour laquelle je pense aussi que l'une des priorités aujourd'hui, Madame le ministre, c'est d'équiper la France, et notamment la France rurale et la France des petites villes, avec du haut débit et du très haut débit, parce que l'économie de demain, elle ne fonctionnera que si on peut accéder, alors là, il doit y avoir égalité, si on peut accéder à ces nouvelles technologies partout de la même manière. Un peu comme si... Excusez-moi, je vais vous demander de conclure, parce oui, que là, vraiment, il va falloir qu'on arrête là. Je conclus. Un peu comme si, il y a 50 ans, 70 ans, ceux qui étaient aux responsabilités, un siècle, n'avaient pas pensé, ce qui était impensable pour beaucoup, à desservir partout en eau potable, partout en électricité, partout en téléphone filaire. Aujourd'hui, l'une des pénalités les plus fortes qui pourrait accompagner dans les 10 ans qui viennent les petites villes et leur entourage, leur environnement, c'est de ne pas bénéficier du même service Internet, pour être clair, que les grandes villes. Avec cette difficulté, c'est que dans les grandes villes, ce sont les grands groupes qui viennent le financer, tandis qu'ailleurs, il faut qu'on se débrouille pour y arriver avec l'État et les collectivités. Donc moi, je ne crois pas du tout au désespoir. Je crois que la France est diverse. Et je ne crois pas, je le dis à Madame le ministre, je ne crois pas qu'on puisse se passer de l'échelon intermédiaire. Se passer de l'échelon intermédiaire ne serait pas, serait relativement incohérent d'ailleurs avec le périmètre des régions. Alors, et je conclus, allons voir en Allemagne, allons voir en Espagne. En Allemagne, ce sont les Länder, il y a des Kreis, les districts. En Espagne, ce sont les autonomies, et il y a les provinces. Il y a l'équivalent de ce que peut être un conseil général nouveau, différent, auquel peut-être fusion d'un pôle des intercos, auquel d'ailleurs les régions pourraient confier un certain nombre de missions par délégation. C'est un changement complet, c'est une véritable révolution entre guillemets, mais je crois qu'il faut la conduire en cessant d'opposer les uns aux autres. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner. Ok, nous sommes sur un timing. Madame Le Branchu, vous voulez dire un mot? Il nous reste 2 petites minutes. Allez, 2 minutes et demie. Juste sur les 2 minutes et demie, alors, donc, les 2 lois qui arrivent la semaine prochaine, Manuel Valls, le Premier ministre, va en parler. Compétences, carte territoriale. Et nous avons, je dis ce qu'on disait avec les agences ce matin, entre 2 et 3 ans maximum pour trouver l'échelon intermédiaire. Mais je pense que le Premier ministre vous l'a dit comme le Président de la République. La première loi avec les conférences territoriales de l'action publique, il faut saluer Olivier Dussopt parce que ce n'était pas facile à faire, a reconnu la diversité des territoires. Maintenant que la diversité des territoires est reconnue, il faut qu'on passe aux travaux pratiques. Il faut que sous 2 ou 3 ans, on ait l'échelon intermédiaire, sinon on recréera des inégalités. Et je conclus en disant, on a besoin de ces textes-là. Parce que j'entendais dire la France, elle est une, elle est indivisible et vous touchez à l'unité de la République. Aujourd'hui, l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté. La richesse côtoie la pauvreté. Les inégalités ont été rappelées sur les allocations de solidarité entre les départements. Nous avons un devoir d'équité territoriale en même temps que d'équité sociale. Et si nous n'avançons pas, les différences vont se creuser. Donc tout ce qui a été dit, moi je l'ai noté, mais d'autres le notent aussi pour moi, fera sans doute bel apport à notre travail après le vote de la loi sur les compétences. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Je suis vraiment désolé de ce timing très serré. Effectivement, ça aurait été bien de vous donner la parole pour échanger sur ce sujet. Mais effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir la venue du Premier ministre. Pardon. D'accord. Madame Le Branchu dit qu'elle accepte tous les mails. On va vous donner l'adresse directe de la ministre. Donc profitez-en. Donc, comme je vous disais, merci à tous. Ce que je vais vous demander, c'est le Premier ministre est sur le point d'arriver, c'est vraiment de ne pas quitter la salle. Et oui, vous redescendez. Et vraiment, un grand merci à tous.